Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour votre 19h sur Monaco Info. Voici les titres de ce samedi 26 octobre. La pluie aura eu raison du e-rally Monte-Carlo. La dernière étape précisément a été annulée à cause des intempéries. Vous entendrez le prince souverain qui a rencontré tout de même aujourd'hui les équipages et nous reviendrons sur la participation de sa nièce Camille Gottlieb. Autre temps fort sportif en principauté, le meeting européen de natation Princesse Charlène. Quelques 200 nageurs atteints d'un handicap mental défilent chrono au stade Louis II pour cette compétition organisée par Special Olympics. Le président de l'organisation sera notre invité. Et nous recevrons également une spécialiste du sommeil pour évoquer l'impact du changement d'heure sur notre organisme. Et oui, nous passons à l'heure d'hiver cette nuit. Armelle Rancillac est chercheuse en neurosciences et nous délivrera de bons conseils pour faire face à cette période qui peut être, pour certains, un peu compliqué. Je vous le disais en titre, le e-rally Monte-Carlo a été quelque peu perturbé cette année. En raison des intempéries, ce samedi, l'étape finale dont le départ devait être donné à Dolceacqua par le souverain a été annulée. Le prince Albert II était tout de même présent ce matin aux côtés des participants. Je vous propose de l'écouter au micro d'Alexandre Caldi. Même si le regroupement de Dolceacqua a été annulé et la fin du rallye a été annulée, il vous tenait à cœur de venir voir les concurrents aujourd'hui? Non, absolument. On a décidé ça si c'était annulé hier soir. Donc, mais je suis très heureux d'être là, de pouvoir saluer les équipages, de pouvoir les féliciter et de pouvoir passer un petit moment avec eux. Je pense que c'était important. Je comprends la déception, mais je pense que c'était une sage décision de la part de l'Automobile Club, de la part des organisateurs, parce que je crois qu'il y aura quelques problèmes dans l'arrière-pays si ce n'est pas maintenant, dans la journée. Et donc je crois que c'était la sagesse qui a prévalu. Mais ça reste un très beau rallye. Et tous les concurrents auxquels j'ai pu échanger quelques mots, avec lesquels j'ai pu échanger quelques mots, sont ravis et sont ravis de cette expérience. Certains font le rallye depuis très longtemps, mais c'est toujours avec le même enthousiasme et la même passion, et c'est formidable de pouvoir voir ça et de pouvoir les encourager. C'est donc avec les résultats des jours précédents que le classement a été établi et les grands gagnants sont Eneco Condé et Lucas Cerniese. À bord de leur Kia, les Espagnols remportent cette année encore ce 8e e-rally Monte-Carlo. Decisión difícil para la organización el tener que cancelar una última etapa que podía ser decisiva porque además el tiempo estaba difícil. A nosotros nos encantan estas condiciones de tiempo, hubiera sido divertido para todos, pero si era peligroso creo que es la decisión correcta y nosotros felices, muy felices de repetir triunfo aquí en el Principado. Sí, era el gran reto. El plan era intentar revalidar el triunfo de la temporada pasada y hemos conseguido hacer historia porque nadie había repetido triunfo en un eco-rally, así que estamos felices de ser los primeros y habrá que venir a una tercera vez. La victoire n'a donc pas été décrochée par Camille Gottlieb, mais ce n'est pas grave. L'essentiel pour la fille de la princesse Stéphanie n'était pas là. Pour sa toute première participation, la jeune femme a souhaité, à travers son association Be Safe, sensibiliser au danger de l'alcool au volant, comme vous allez le voir dans ce reportage de Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Équipage numéro 26 au départ. Elle a fait ses débuts dans le monde du sport automobile en participant pour la première fois au e-rally Monte-Carlo. Engagée dans cette course, Camille Gottlieb s'illustre en tant que copilote. Elle a découvert l'exigence de cette discipline où il ne s'agit pas d'être la plus rapide, mais de maintenir une vitesse constante tout au long du parcours. Très fatigant, très fatigant. Bon, moi je suis la copilote, donc c'est plus fatigant au niveau des mélanges, on va dire, mais ma pilote Margot, c'est elle qui a fait tout le travail. On a roulé peut-être 7 heures ou entre 7 heures et 8 heures, donc c'est beaucoup. La régularité, c'est très compliqué et pour le copilote, ce qui est très compliqué aussi, c'est de bien guider, etc. Il y a des endroits, la seule fois où je l'ai mal guidé, on a dû faire un détour, on a dû revenir sur nos pas, c'est fatalité sur l'autoroute. Enfin, à la sortie d'autoroute, c'est en plus des chemins qu'on emprunte tout le temps, mais moi non, ça a pas fonctionné pour ça. Mais par contre, on s'est pas perdu après. Franchement, on a géré. Pour Camille, ce baptême du feu en régularité a également renforcé son engagement en faveur de la sécurité routière, une cause qu'elle défend à travers son association Be Safe. En participant à cette course avec cette double mission, elle a su conjuguer technique et responsabilité, prouvant que le sport automobile peut être un moyen puissant de sensibiliser à des enjeux cruciaux. On veut absolument, même pour l'ACM, il y aura plusieurs prix, même pour la FIA, plusieurs prix.
Nous, on aimerait, si jamais, mais on ne sait pas s'il y a un prix pour ça, mais ceux qui respectent le plus les vitesses, en tout cas, c'est nous, on faisait vraiment attention à vraiment être en dessous aux piles. Et pour nous, c'est très important que même il y a beaucoup d'internationaux et de leur faire connaître aussi BeSafe internationalement, c'est super important pour nous. La dépassement de soi et l'associatif et surtout tout ce qui est de voir comme quoi c'est possible, quoi. On peut participer à un rallye en respectant les vitesses et donc voilà. Donc à partir du moment où aussi je pense qu'on est sur la route, on doit faire autant attention à soi qu'aux autres. L'engagement de Camille trouve donc écho à travers son association. Alliant compétition et sécurité routière, le sport auto prouve ainsi qu'il peut être vecteur de messages responsables. Dans l'édition de lundi, nous vous proposerons un focus info complet sur cette compétition de voitures électriques. Ils se sont eux aussi surpassés ce week-end, mais cette fois dans les bassins du centre nautique Albert II. 200 athlètes ayant une déficience intellectuelle venus de toute l'Europe se sont retrouvés pour le meeting européen de natation Princesse Charlène. Organisé par Special Olympics Monaco, nous avons le plaisir de recevoir ce soir son président, Pierre Van Claveren. Bonsoir. Bonsoir. Ça faisait une dizaine d'années que Special Olympics Monaco n'avait pas organisé une compétition de cette envergure. Tout s'est déroulé comme prévu ? Écoutez, pour le moment, oui. Et effectivement, ça fait 10 ans, quasiment jour pour jour, qu'on n'avait pas organisé de compétition de cette envergure. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les nations qui participent ? Alors, je ne vais pas toutes vous les citer parce que je risquerais d'en oublier et je ne veux vexer personne. Mais en tout cas, on a plus de 20 pays qui sont venus de toute l'Europe. Donc, parmi lesquels, on a bien évidemment tous nos voisins proches, l'Italie, la France, l'Espagne. On peut retrouver aussi des plus petites nations avec qui nous avons des relations très étroites, le Liechtenstein, on peut trouver Gibraltar, vous allez avoir Malte, vous allez avoir la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, l'Estonie, la Bosnie-Herzégovine. Vous voyez beaucoup de nations, on en a à peu près une vingtaine, un peu plus qu'une vingtaine et 200 athlètes. Est-ce qu'on a déjà une tendance, les pays qui ont le mieux réussi sur ces 2 jours ? Non, après vous savez, la notion de réussite est une notion qui est très subjective. L'objectif est que tout le monde se donne à fond. Donc la réussite pour nous en tant qu'organisateurs, c'est d'avoir des athlètes avec le sourire, c'est d'avoir le moins de disqualifications possible le dimanche parce que ça voudra dire que tout le monde a joué le jeu dès le samedi et que, comme vous le savez, c'est jamais très agréable de disqualifier des gens parce qu'ils ont nagé trop vite, par exemple. Est-ce qu'on peut comparer Special Olympics au Comité international olympique finalement ? Écoutez, toute proportion gardée, oui. Puisqu'effectivement, si vous voulez, Special Olympics est l'organisme international qui regroupe tous les athlètes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui souffrent d'une déficience intellectuelle et qui se réunit également au travers de Jeux mondiaux d'été et d'hiver. Donc on peut y voir un parallélisme. L'important vraiment à Special Olympics, comme on a pu le voir, dans toutes les compétitions, dans tous les sports, c'est cette notion de divisionning qui permet d'avoir des finales quasiment pour tous, qui permet d'avoir des groupes homogènes et où du coup vous n'aurez peut-être pas un champion olympique du 100 mètres, nage libre par exemple, mais vous pourriez en avoir 10, 15, 20 en fonction du nombre de finales que vous aurez eu. Les sports sont des sports olympiques pour la plupart avec certaines évolutions à la marge, mais oui voilà, c'est quelque chose qui y ressemble. Justement, avec les Jeux paralympiques récemment, est-ce que vous avez senti un certain engouement autour de ce meeting ? Est-ce qu'il y avait du monde dans les gradins ? Je dois dire en toute franchise qu'à Monaco, on a de la chance. On a de la chance à Monaco parce que nos athlètes monégasques et des alentours sont déjà très intégrés à la société monégasque. La principauté fait beaucoup. Les personnes en principauté sont habituées et on sent vraiment ce lien. On a de l'engouement, on a beaucoup de monde dans les tribunes. Le temps, pour le coup, pour une fois, nous a aidés puisque avec la pluie qui tombe dehors, ça attire les gens à l'intérieur, donc ça c'est très bien. Est-ce qu'il y a une prise de conscience plus globale peut-être ? Mais Monaco est vraiment un cadre à part et on a de la chance parce que ça fait des années où sur ce domaine-là en tout cas, je pense sincèrement que Monaco est en avance. Une dernière question, quels sont les temps forts dans l'année outre cet événement qui était ciblé sur la natation ? Les temps forts, c'est toutes les semaines et tous les week-ends, à chaque fois qu'on a un entraînement, à chaque fois que nos coachs, qui sont tous des bénévoles d'ailleurs, que nos coachs retrouvent leurs athlètes. Après, nous participons à des événements régionaux, nationaux et internationaux. On peut dire qu'on a à peu près une vingtaine de compétitions annuelles. Et les prochaines grosses compétitions à laquelle on va pouvoir participer, c'est les Jeux olympiques d'hiver qui s'appellent les Jeux mondiaux d'hiver à Turin en mars 2025.
Merci Pierre Van Claveren d'avoir été avec nous. Merci. Ils ont entre 15 et 17 ans et sont passionnés par le milieu militaire. 30 cadets de la gendarmerie des Alpes-Maritimes ont découvert ce samedi le métier particulier de carabinier du Prince dans le cadre du service national universel. Il s'agit de lycéens volontaires qui suivent en plus de leur formation scolaire des cours théoriques et pratiques et plusieurs stages. Gaëtan Lebrun était sur place. Le service national universel est mis en place en France depuis 2018. Donc il y a 2 phases. Une première phase qui est un séjour de 2 semaines, séjour cohésion, suivi d'une seconde phase qui est vraiment, c'est là où la gendarmerie intervient, qui est la mission des cadets de la gendarmerie, donc avec répartis sur 12 jours, 84 heures, où on forme des jeunes, effectivement, on les sensibilise notamment à la sécurité et à la défense nationale. Alors on est venu justement après leur avoir fait découvrir justement l'ensemble des missions de sécurité et de défense nationale, également les avoir éduqués aux valeurs républicaines, au sens du devoir, à l'esprit de discipline, à la cohésion, au service des autres, les missions d'intérêt général, justement cette mission de cadet de la gendarmerie vise à forcer évidemment l'engagement, l'esprit de cohésion, la solidarité évidemment avec la population, et également on est là pour leur faire découvrir d'autres forces de sécurité, dont celle de Monaco. Ici, on est très bien accueilli évidemment par le corps des carabiniers du Prince, qui est évidemment une institution très proche de la gendarmerie nationale, dont on partage évidemment ne serait-ce que la culture et le statut, à savoir le statut militaire. Alors déjà, j'avais découvert le SNU grâce à un ami à moi qui l'avait fait. Il m'avait dit qu'il s'était fait plein d'amis, qu'il avait découvert énormément de choses. Je lui ai dit de ne pas m'en dire plus pour aller découvrir ça moi-même. Pendant les vacances, je suis allé faire mon SNU dans les Hautes-Alpes. Effectivement, j'ai découvert énormément de choses. On nous a sensibilisés, par exemple aux stupéfiants ou à autre chose, les dangers de la route, de l'alcool, etc. Je me suis fait énormément d'amis. Et ce que j'ai découvert, c'est que le SNU partageait énormément de valeurs. Donc la citoyenneté, la solidarité, parce qu'on est un groupe, on est solidaire, on s'aide tous. Donc c'est ce que je suis venu chercher d'abord moi, parce que j'ai envie de faire gendarme depuis tout petit. D'ailleurs c'est pour ça que la deuxième phase du SNU, j'ai choisi les cadets de la gendarmerie. Donc moi je suis vraiment venu pour partager ces valeurs et découvrir pour voir si le métier allait me plaire et découvrir d'autres métiers. Et puis l'accent a été mis dans l'après-midi sur la protection des espaces marins. À eux, Washington, 30 élèves de la Principauté ont pris la direction cette semaine de la capitale américaine pour un voyage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Notre correspondante Alexandra Pani s'est greffée aux visites et nous emmène avec elle à la découverte du célèbre Capitole ou encore de la somptueuse bibliothèque du Congrès. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous. Effectivement, cette semaine, je vous propose de partir à la découverte de la capitale des États-Unis, Washington DC, en compagnie d'élèves du lycée Albert Ier en voyage scolaire. Je les ai suivis quelques jours. Je vous propose de découvrir leur expérience sur cette aventure culturelle qui aura été pour eux enrichissante. Ne dit-on pas que le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en connaissent qu'une seule page ? Ces lycéens d'Albert Ier ont justement laissé de côté leur manuel scolaire le temps d'une semaine pour une véritable immersion dans leur livre d'histoire américaine. Nous avons été reçus hier par Madame l'ambassadeur. Et l'idée, c'est de nouer des liens avec les partenaires américains et de pouvoir activer les réseaux dont la Principauté dispose ici aux États-Unis. C'est quand même de leur offrir quelque chose qui leur donne le goût et peut-être aussi d'illustrer ce qui est couvert en classe, qui peut-être est abstrait. Bon, là, par exemple, de voir la tombe de Kennedy, d'aller dans le musée d'histoire afro-américaine, de se rendre compte des épisodes les plus importants du mouvement des droits civiques. Ça permet pour eux de mieux comprendre ce qu'on leur enseigne et qui peut-être leur paraît abstrait le reste du temps. De bonnes chaussures et un beau ciel bleu, c'est tout ce dont ils avaient besoin pour profiter pleinement de cette semaine à Washington DC. Le planning confectionné avec minutie par leurs professeurs ressemblait à une véritable course de relais, alternant visites culturelles et historiques, le tout réalisé dans la bonne humeur et en anglais s'il vous plaît.
Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'ai été tellement surprise. Déjà, l'architecture est vraiment magnifique et tout est immense ici et c'est hyper impressionnant. On vient tous un peu de pays différents, enfin, on parle beaucoup des langues différentes et du coup, les deux seules langues qu'on parle en commun, c'est vraiment le français et l'anglais. Et comme certains sont anglais de naissance, on a juste pris l'habitude de parler en anglais entre eux. Moi, je suis française, mais comme tout le monde me parle en anglais, on prend le réflexe de se répondre en anglais au fur et à mesure et du coup, c'est juste devenu un réflexe maintenant. Les élèves ont été accueillis dès leur première journée par Maggie Macario-Doyle, l'ambassadeur de Monaco aux États-Unis et au Canada, qui leur a présenté l'émission de l'ambassade. Pour la suite du programme, tous les incontournables de la capitale américaine et de ses alentours ont été cochés. La National Gallery of Arts, mais aussi le musée d'histoire afro-américaine, tout récemment entré dans la prestigieuse collection des musées Smithsonian, l'impressionnante bibliothèque du Congrès, le National Mall qui regroupe un grand nombre de lieux de mémoire, le Capitole, Mount Vernon et Monticello, respectivement les résidences des présidents américains George Washington et Thomas Jefferson, ou encore l'impressionnant cimetière militaire d'Arlington. We're going to see the John F. Kennedy grave first, and then I'm going to tell you a little bit about how this place came to be. Franchement, c'était une bonne idée parce qu'on retrouve vraiment l'histoire qu'on a étudiée parce que nous, on se focus sur l'histoire américaine, donc ça nous permet de nous rappeler ou d'intérioriser certains faits historiques. 30 élèves ont fait le déplacement, tous issus des sections options internationales pour ceux en classe de seconde et baccalauréat français international pour les premières et terminales. Un cursus qui met l'accent sur la langue américaine et sa culture. De nous mettre en contact avec une culture qu'on a commencé à appréhender, à apprendre, dans le cadre justement du BFI, c'est-à-dire du bac français international. Donc on est dans un profil de double langage et c'est pour ça qu'on est venu ici à Washington pour apprendre et se familiariser avec cet environnement. Ça change bien sûr, on est dans un pays qui est très grand et d'autant plus dans une capitale qui est immense en fait comparé à ce qu'on connaît nous, d'autant plus à Monaco. Et donc c'est très impressionnant, on est au milieu d'une population très variée et on apprend beaucoup de choses. Un voyage qui a permis aussi de développer une cohésion de groupe entre les élèves issus de 3 niveaux de classe différents. Les plus grands sont là aussi pour partager leur expérience avec les plus jeunes. Ça nous permet de rencontrer de nouvelles personnes à qui a priori on ne parlerait pas vraiment dans le lycée. Et justement, ça nous permet de devenir amis, apprendre. Et c'est aussi important pour les plus jeunes de savoir comment le BFI fonctionne, le bac français international. Et donc, ils nous demandent beaucoup comment ça se passe, comment notre expérience dans le lycée elle se passe. Au bac français, il y a beaucoup de coefficients qui sont attribués au BFI, donc l'anglais, l'histoire en anglais et connaissance du monde. Et donc justement, c'est complètement différent parce que dans le bac français, beaucoup de points sont attribués aux spécialités, alors que plus de la moitié sont pour le BFI. Ce projet pédagogique est un souhait de la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Fort de sa réussite, il sera amené à être reconduit dans les années à venir et découvrir à chaque fois une nouvelle destination américaine. Demain matin, il ne faudra pas oublier au réveil de mettre à l'heure vos montres et horloges. Et oui, il est déjà temps de passer à l'heure d'hiver. Et même si à cette période de l'année, nous gagnons en temps de sommeil, ce changement a tout de même de quoi perturber notre horloge biologique. Pour en parler, nous recevons ce soir Armelle Rancillac. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse en neurosciences à l'INSERM et spécialiste du sommeil. Alors dites-nous d'abord, quelles sont les conséquences de ce passage à l'heure d'hiver pour notre corps et pour notre morale aussi peut-être ? Alors en effet, il faut savoir que le fait qu'on change juste 1 heure de sommeil, ça va vraiment impacter notre horloge interne. Parce que dans notre cerveau, on a une petite horloge qui donne vraiment le rythme à tout notre organisme. Et du coup, les fenêtres de sommeil vont être un petit peu décalées et la qualité de notre sommeil va être impactée. Même si on a l'impression de dormir aussi longtemps qu'avant, comme il y a ce petit décalage, le sommeil va être moins récupérateur. Voilà, vous l'avez dit, nous ne sommes pas tous impactés de la même manière par le changement d'heure. Qui sont les plus sensibles ? Les enfants, les personnes âgées ? Est-ce qu'on a d'autres cibles ? Il y a beaucoup de personnes qui souffrent déjà de pathologies du sommeil ou d'autres pathologies pour lesquelles ce changement va renforcer les troubles du sommeil. Donc en effet, pour ces personnes-là, c'est très important de mieux s'exposer à la lumière parce que ça va être très important pour recaler notre horloge et de faire attention aussi à la régularité des repas parce que c'est un autre facteur qui va être pris en charge par notre horloge interne pour la rythmer, pour avoir des bonnes fenêtres de sommeil et avoir la meilleure qualité de sommeil possible. Manger à des heures fixes, c'est ça ?
Et étaler un petit peu pour adapter, surtout pour les plus petits, le sommeil dans la semaine, les jours avant, les jours, comment est-ce qu'on peut s'organiser? Voilà, si on arrive à anticiper, tant mieux. Si on a oublié, en général, c'est pas trop grave parce qu'heureusement, il y a des vacances scolaires pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Le plus important, c'est d'observer une régularité des rythmes de coucher et de lever. La prise alimentaire, toujours à la même heure ou la décaler progressivement de 10 minutes pour accompagner, le changement de rythme du sommeil. Il faut savoir que ça peut être bien de faire attention à l'environnement dans lequel on dort, c'est-à-dire avoir une chambre fraîche, sombre, et surtout, pour tout le monde, renforcer sa routine du sommeil. Et faire très attention aussi au café ou aux boissons énergisantes, ou aussi à la consommation d'alcool, bien sûr, le soir. Et bien que ça va aider à l'endormissement, ça va fragiliser le sommeil. On voit depuis quelques années un déclin du sommeil, pourtant on connaît toutes les recommandations. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'on observe ce phénomène? Alors, pendant longtemps, l'avènement de l'électricité à l'époque de l'industrialisation a fait qu'on a retardé l'heure du coucher. Après, il y a eu les téléviseurs, maintenant il y a les smartphones, les écrans, tout le monde est équipé. Il y a la lumière bleue qui retarde la synthèse de la mélatonine, qui retarde l'endormissement. Mais depuis la période après le Covid, on a commencé à remarquer cette année que maintenant c'est le réveil qui est de plus en plus précoce. Donc pourquoi? C'est peut-être dû au fait qu'il y a un peu une anxiété, un stress dans la population. Et on sait que le stress va impacter la qualité et la durée du sommeil. Et comme le sommeil est aussi très important pour la récupération émotionnelle, pas que pour la récupération physique, cette fragilisation du sommeil va impacter notre régulation émotionnelle, va augmenter l'état dépressif qui va impacter encore plus le sommeil. Et voilà, ça fait une boucle, un cercle vicieux qui tend à impacter tout notre organisme. Et si je puis ajouter, quand même, il faut savoir que le sommeil, c'est très important, non seulement sur le court terme, parce que ça permet le maintien de la vigilance, l'apprentissage, la stimulation des défenses immunitaires, le nettoyage du cerveau, la régulation du métabolisme du glucose, mais aussi sur le long terme, parce que ça favorise toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, certains cancers, les maladies neurodégénératives. Donc voilà, il est important de prendre soin de son sommeil, c'est important. Merci de le rappeler. Merci. La danse est le langage caché de l'âme. Cette citation bien connue prend tout son sens dans l'exposition du moment, baptisée Peindre en mouvement. Elle est signée de l'artiste autrichien Leo Stopfer, qui s'est inspiré des danseuses du ballet de Monte-Carlo pour créer ses peintures. Le vernissage avait lieu hier à la Private Gallery. Gaëtan Lebrun et Olivier Bonello y ont assisté. Du 26 octobre au 26 janvier, la Private Gallery Boulevard Princesse Charlotte accueille l'exposition Peindre le mouvement, une exposition regroupant les plus belles œuvres du peintre autrichien Leo Stopfer. Depuis près de 15 ans maintenant, l'artiste originaire de Vienne suit à travers l'Europe les ballerines les plus célèbres afin de les représenter à travers ses peintures de la manière la plus naturelle possible, en mettant en valeur le lien particulier que partagent la peinture et la danse. So it's very important for the ballerinas the energy on stage. Yeah? So they have dynamic, they have passion, they have everything what makes us stunning, what makes us goosebumps, because in the performances many times it's really stunning, it's really great. And the big thing is to catch this movement. To catch this movement that's in the painting, and you can understand it, you can feel it. If you see the painting, you see the movement. But as you know, in the painting nothing moves. Yeah? And that's the goal, to catch this. And you can see it here. I think in some paintings I heard it works quite well. À l'occasion de l'inauguration de l'exposition, Ekaterina Petina, artiste chorégraphique du ballet de Monte-Carlo, était présente afin de soutenir le peintre autrichien et expliquer aux visiteurs comment leur collaboration a donné lieu à une des œuvres les plus célèbres de cette exposition. The first time I saw pictures or work of Leo in social media, in some social net, and I liked because it was my friend, my best friend on the picture, Ketivan, and I like this impression of the picture. And in some time after, Leo contacted me also, and he proposed to work together. And it was an interesting process. We met in Munich first. I was dancing at the theater at that time, and we talked, and I say I would like to show to Leo some movements, and
Une inauguration réussie pour Léo Stopfer qui a su attirer plusieurs dizaines d'intéressés et dont l'exposition pourrait être prolongée jusqu'au mois de février. Les prévisions météo, c'est avec vous, Gaëtan Lebrun, bonsoir. Le département des Alpes-Maritimes est toujours placé ce soir en vigilance orange, pluie, inondation et jaune concernant le risque orageux. Qu'en est-il pour demain ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Il faudra rester prudent ce dimanche, même si une accalmie est prévue. La vigilance orange pluie-inondation devrait être levée par Météo France tôt dans la matinée pour laisser place à une vigilance jaune. Concernant les températures, elles devraient varier entre 15 degrés le matin et 19 en milieu d'après-midi. Si vous avez prévu de sortir, pensez donc à bien vous couvrir. Et n'oubliez pas, demain nous fêterons la Sainte-Emmeline. Merci Gaëtan, et puis je vous le rappelle, le changement d'heure dans la nuit, à 3h, il sera 2h. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. On se quitte sur les photos d'Estelle Fondacaro, qui a immortalisé les cadets de la gendarmerie des Alpes-Maritimes à Monaco. Je vous le disais un peu plus tôt, il rendait visite pour la toute première fois au Carabinier du Prince aujourd'hui. Belle soirée à tous, à demain 18h30 et non 19h sur Monaco Info bien sûr.